Bonjour, cela fait plus de 3 mois maintenant que les Algériens battent le pavé pour un changement de système dans leur pays et ça fait plus de 3 mois que le dit système résiste encore au coup de boutoir de la société algérienne. Mais qui dit population dit hommes et femmes et les Algériens ne sont pas en reste dans l'action militante et révolutionnaire. Qu'elles soient politisées ou actrices associatives, qu'elles soient féministes ou étudiantes, qu'elles soient mères ou femmes au foyer ou femmes actives, les Algériennes sont là et le font savoir en se faisant entendre. Malgré quelques agressions verbales et parfois même physiques, les femmes sont là tous les vendredis, ou vendredire, comme ils l'appellent là-bas, dans la masse populaire et tous les mardis avec les étudiants. Elles pensent que la révolution doit entendre et satisfaire l'ensemble des revendications citoyennes en dépit de ces voix qui s'élèvent, mais qui sont encore inaudibles, affirmant que les droits des femmes passent après la révolution. Nous en parlerons avec nos invités. Puis en seconde partie, nous irons en Turquie, où l'AKP, le parti du président Recep Tayyip Erdogan, vient de perdre assez nettement la bataille municipale à Istanbul après plusieurs péripéties électorales, juridiques et administratives. Ekrem İmamoğlu a donc été finalement élu et le président Erdogan l'a félicité. Le président Erdogan qui dit que qui tient Istanbul, contrôle la Turquie. Cette élection et cette victoire encore plus nette qu'en mars sont-elles le prélude de la fin du long règne de M. Erdogan et de l'AKP? Avec nous pour débattre de ces deux thèmes, Naïm Kamal, vous êtes directeur de Kuwait.ma, mais on ne vous présente plus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bonjour. N'est-ce pas? Vous êtes ancienne ministre et vous êtes actrice associative et vous êtes aussi présidente de l'association Awal Hurriyat. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Rachid Belbah, vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines à l'Université Mohamed V. Vous êtes aussi un habitué. Merci d'être là. Bonjour. Merci. Merci à vous trois. Dans un pays donc entièrement pris dans sa contestation qui prend les allures d'une révolution, il est parfois bon de segmenter les différentes catégories de la population. Les jeunes, les magistrats, les avocats et les femmes. On n'en parle pas assez, mais elles tiennent un rôle important dans le hirak de nos voisins de l'Est. Avant de commencer, on fait un tour de table comme d'habitude. Comme dans toute révolution, les revendications de la population s'agrègent globalement et succinctement ou rapidement. Quelles sont les demandes des uns et des autres? On commence par vous, Rachid Belbah. Ben écoutez, c'est juste pour mettre un peu en contexte. Il y a un échéancier, il y a des dates symboliques et des dates effectives. Vous savez que le 5 juillet, il y a la fête nationale, et puis le 6, il y a un appel de tous les acteurs de l'opposition, une opposition constituée par la société civile et certains partis politiques. Il y a l'autre opposition constituée avec la mouvance islamiste et puis certains autres partis. Alors, il y a une demande pour qu'il y ait une rencontre nationale le 6 juillet qui ferait intervenir et ferait participer toutes les mouvances et tous les acteurs individuels et collectifs. Et ça, c'est une date, bien sûr, il y a tout un travail de coordination qui a été effectué par Abdelaziz Rahabi, un ancien ministre de la Communication, une figure qui est relativement propre et qui a pu être oui, relativement, quelque part, il y a même l'institution militaire qui y voit une figure qui peut toujours jouer ce rôle de coordination. Mais l'important, c'est la date du 9 juillet. Et c'est la fin du mandat du président nommé. Par intérim pas par intérim. Selon la Constitution, il n'est plus par intérim, il est nommé. Parce qu'il a excédé, en fait, ça on revient à l'article 104 qui détermine. En fait, c'est un président nommé. Son mandat, il termine le 9 et on sait très très bien que au 2 juin, le Conseil constitutionnel, il avait déclaré l'impossibilité des élections. Et donc, du coup, on va rentrer dans un engrenage, fin de mandat, qu'est-ce qui va se passer après le 9 ? Donc, il y a eu au moins depuis le 30 mai, il y a eu une précipitation des événements. Tous les acteurs, ils essayent quand même de faire vite pour pouvoir ne pas tomber dans le piège de l'après-9 juillet. Et c'est là où on revient à tout ce qui s'effectue au niveau de la rue, comment l'agrégation de différents acteurs. On peut, juste pour donner quelques éléments comme ça, pour qu'on comprenne et qu'on puisse identifier les acteurs.
il y a, en gros, on peut parler du collectif, le collectif de la société civile, qui regroupe certains partis politiques comme celui des travailleurs, celui de Louisa Hanoun. Il y a bien sûr le FFS, le parti des forces socialistes. Bien sûr, et il y a le RCD, qui est quand même un moteur très important, le Rassemblement pour la culture et la démocratie. Il y a les différentes organisations des droits de l'homme. Et bien sûr, il y a à l'intérieur toute la mouvance féministe avec notamment le réseau Wassila, qui est très important, et l'agrégation de ce qu'on appelle aujourd'hui le carré des femmes ou le carré féministe à l'intérieur. À côté, il y a le forum civil aussi, pour le changement, là où on trouve des syndicats, on trouve des associations, des collectifs. Il y a une certaine tendance, bien sûr, relativement à tendance islamiste. Et puis, bien sûr, il y a l'autre groupe des partis politiques constitués avec Tala et Al-Hurriyat, avec le parti de l'équité et puis du changement. Il y a d'autres, et certainement celui de l'Adala wa Tanmiya Jabhat, le front de la justice et du développement, qui est très, très fort dans cette mouvance. Chaque groupe essaye d'apporter une feuille de route. Ils vont se retrouver le 6 juin pour pouvoir coordonner, parce que de l'extérieur, il y a une convergence, mais à l'intérieur, il y a quand même, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le contenu de la feuille de route. Est-ce qu'on va à partir sur une approche en parlant de constituante, donc la tabula rasa, avec une nouvelle approche en termes de transition démocratique ou une nouvelle constitution, ou la tendance mitoyenne qui dit un changement, mais de l'intérieur du système. Il faudra juste le changer pour aller vers une approche, enfin, une conception démocratique. Il y a ceux qui continuent à tenir à l'idée d'élections présidentielles, comme le FLN ou le... Très bien, donc ils vont se retrouver le 6 juillet, pas le 6 juin, comme vous m'avez dit. Le 6 juillet. Oui. Précision. Quand vous entendez relativement islamiste, relativement honnête dans la bouche, c'est une litote. D'accord, on va retenir ça, n'est-ce pas? On est d'accord avec ça? Très bien. Donc, quelles sont globalement les demandes, les revendications des uns et des autres, globalement? Eh bien, écoutez, d'abord, on ne peut que saluer ce formidable mouvement de véritable révolution qui se passe en Algérie, et saluer la maturité, le civisme, l'esprit pacifique qui domine au sein de ces manifestations. Ce sont des manifestations dans lesquelles les gens font le ménage à la fin de la journée, ils donnent à manger, à boire aux gens, ils soignent les blessés. C'est-à-dire il y a toute une logistique, disons, citoyenne qui s'est mise en place, et vraiment ça suscite dans la bonne humeur, dans le respect, ça suscite le respect et l'admiration. Vraiment bravo, on est loin des violences, enfin bon, même s'il y a quelquefois des violences sur lesquelles on est loin, disons des manifestations anarchiques dans lesquelles on pourrait compter les dégâts humains, etc. Et ça, il faut dire un grand bravo à la population. Maintenant, concernant les revendications, il faut d'abord dire que la revendication principale, c'est la fin du système. C'est-à-dire, comme ils disent, il faut tous qu'ils dégagent tous, parce qu'ils ne sont pas dupes. Et là aussi, on ne peut qu'admirer l'intelligence des manifestants qui ont bien compris que ce n'est pas en changeant uniquement des têtes qu'on va arriver à trouver des solutions, mais qu'il faut aussi clairement déterminer qu'il faut éliminer le système. Éliminer le système, ça veut dire éliminer la corruption, la gabégie, toutes les fortunes qui ont été détournées au lieu de servir les besoins de la population avec la richesse pétrolière. Tous les ismes, comme on dit, les népotismes, clientélisme, favoritisme, voilà, etc. que ça serve pour le développement de l'Algérie. Et à l'intérieur de cette revendication, changer de système, c'est aussi changer le système patriarcal et rétablir la moitié. Quand on dit la moitié féminine de la population, en fait, c'est plus que la moitié, c'est tout ce qui concerne les autres que les hommes, si on veut, c'est-à-dire les enfants, les femmes, les personnes âgées, enfin tous les marginalisés de la société qui souffrent encore davantage que l'ensemble de la population. Et il est bien connu qu'aucun pays ne peut atteindre le développement sans la moitié féminine de la population. Ça me rappelle le premier discours qu'avait prononcé Sa Majesté le roi Mohamed VI après son accession au trône. C'était ça.
C'était on ne peut pas faire avancer un pays sans réhabiliter la moitié féminine de la population. Donc, il se trouve qu'il y a le truc, le carré féministe qui a été mis en place pour visibiliser la participation des femmes, étant entendu que les femmes ont toujours participé à tous les combats qu'a mené le peuple algérien, aussi bien dans la guerre de libération que dans la révolution de 88, tous les grands événements, tous les combats qui ont été menés par le peuple algérien. Les femmes ont toujours été présentes. Et là, elles ont tenu à manifester leur visibilité à travers ce carré qui se tient au sein des manifestations, mais à 13h, 1h ou 2h, dans lesquelles elles se regroupent pour montrer leur visibilité et faire ressortir leurs propres revendications. Au début, elles ont subi des agressions, mais par la suite, elles ont été défendues par des hommes. Donc, je peux dire que ce sont vraiment des hommes porteurs de valeurs rojula, comme on dit, c'est-à-dire plus de l'honneur, disons, de défendre aussi les femmes. Donc c'est un bon point, encore une fois, pour les Algériens. Et il ne faut pas oublier que pour les femmes, la participation aux manifestations, c'est aussi la conquête de l'espace public. C'est la conquête de l'espace public et aussi le droit à la mixité qui, rappelons-le, avec le développement de toutes les idéologies extrêmement rétrogrades et conservatrices, souhaiterait que les femmes soient mises en dehors de l'espace public et qu'elles n'aient pas ce droit à la mixité, qu'elles soient cantonnées dans leur espace propre. Donc, parmi les mots d'ordre les plus importants de ce mouvement féministe, ce n'était pas d'Algérie libre et démocratique, sans liberté pour les femmes. Bien sûr, elle revendique, disons, l'abolition, ou enfin, disons, le code de la famille, qui est un code absolument injuste et inadapté à l'évolution de la société. On va y arriver tout à l'heure, oui. Mettre fin, enfin, c'est-à-dire un ensemble de revendications qui vont dans le même sens que les revendications de tout le peuple. C'est la dignité, la liberté, les droits humains, la démocratie. Et tout ça ne peut pas marcher sans qu'il y ait la prise en compte de la composante féminine. Effectivement, je vous rejoins pour dire que c'est véritablement un peuple magnifique dans le sens où, contrairement à d'autres pays arabes où il y a eu des manifestations, où il y avait des femmes, les femmes en Algérie n'ont jamais été, enfin, d'une manière générale, agressées par des manifestants, peut-être par d'autres, qui restent à définir et identifier, mais pas par la population directement des manifestants. Naïm Kamal, votre contribution sur cette question, toujours la même. Les revendications des uns et des autres. Voilà. Écoutez, moi je vais être très schématique. Je crois que l'essentiel a été dit. On est en présence de deux positions qui se contredisent, qui s'affrontent. L'une représentée par l'armée et par la clique qui la soutiennent. C'est la présidentielle avec l'appareil d'État qui existe, qui est en place aujourd'hui. Pas de constituante, pas de transition. Et puis, il y a de l'autre côté la rue, essentiellement, et puis autour de la rue, la société civile, les partis politiques qui disent non, il faudrait qu'on fasse table rase de ce qui est, c'est-à-dire tous les sbires qui ont sévi. Ils ne demandent pas, contrairement à ce que laisse entendre le Gaïd Salah, ils ne demandent pas d'irradier tout le corps administratif de l'État, mais les spires, les grands symboles, les grands symboles de la corruption, potentats qui ont permis à ce régime de durer et de perdurer. Donc, ce qui donne, depuis 2 mois à peu près, une impression qu'on est en train de faire du surplace. Parce que l'image ou, disons, l'instantané qu'on peut prendre aujourd'hui de la scène politique algérienne, c'est qu'on fait du surplace. Chacun est sur ses positions tranchées. Les uns veulent la constituante ou une forme, ou dans des formes différentes à discuter. Les autres veulent travailler avec l'appareil de l'État tel qu'il existe encore, avec Ben Salah, avec Bedoui, avec les autres. Ce que je constate aussi, c'est que de plus en plus, l'armée est tentée par la répression. Il y a des arrestations. La dernière, la plus scandaleuse, la plus significative également, c'est celle dont ont été victimes les porteurs des drapeaux à Mazères. Je ne parlerai pas, moi, de drapeaux en l'état actuel des choses, mais plutôt d'un emblème, d'un mouvement, d'une revendication. On dirait, comme on dirait ici, quand on parle de l'Istiqlal, on a le Mizan, et quand on parle du PPS, n'est-ce pas, on a le livre, c'est ça? Le livre, oui. Donc voilà,
c'est pas le livre Sachin, ça, c'est le livre tout court. Donc, il y a... Le livre C est interdit dans la... Non, je plaisante. Non, c'est le livre, c'est le livre. Vous l'avez Je vous compris. ai dit, les vacances s'approchent. Donc, il y a ça. Moi, ce que j'aime aujourd'hui dans cette révolution algérienne, c'est justement, et là j'en viens au sujet du jour, c'est la présence de la femme dans cette manifestation. On voit de belles filles, de jeunes filles disons, très... Toutes les femmes sont belles. Non, ça dépend. Pas tous les hommes sont On ne va pas rentrer dans le sujet de l'esthétique féminine ou masculine. On continue sur le côté femme, Naïm, s'il vous plaît. Il y a ce que je vais m'attribuer. Mais je vous rejoins, toutes les femmes sont belles. Vous belle, etc., et ainsi de suite. Donc, il y a ces images, c'est-à-dire ces images dans la dynamique du mouvement. En mouvement d'un drapeau, agitant un drapeau, affichant un sourire. Et quelque chose d'extraordinaire, c'est cette réapparition, cette réappropriation du haïk. Ces femmes, le haïk est très symbolique. D'un côté, il revêt un aspect rétrograde, un retour en arrière, parce qu'on revient à un code vestimentaire. Pas rétrograde, traditionnel, pas dire rétrograde. Mais en même temps, il renvoie aux femmes du FLN, le vrai, pas celui qui a gouverné l'Algérie, le FLN qui a combattu pour la liberté de l'Algérie. Ces femmes, les Jamila, Bouhalid, Justement, les si on a le temps, on va focuser sur trois femmes emblématiques. Qui étaient les mules du mouvement, qui transportaient les bombes, qui transportaient les tracts, les correspondances, qui faisaient la liaison. Et c'est cette symbolique, moi, que je retiens de ces femmes en haïk dans le mouvement algérien. Alors, le 22 février, bon, le mouvement a commencé une semaine avant dans le nord-est algérien. Ce sont trois jeunes qui s'étaient énervés à l'annonce de la candidature pour le 5e mandat et c'est parti. Ça reste à déterminer tout ça. Donc, voilà, mais bon, ça, c'est ce qu'on dit. Mais l'essentiel n'est pas là. Enfin, il est là, mais l'essentiel est aussi ailleurs. C'est que le 22 février, c'était plutôt des jeunes, donc des jeunes garçons, supporters des clubs de foot, de sport, qui sont descendus, qui ont commencé. Et puis, les semaines suivantes, ils ont été rejoints par leur mère, leurs sœurs, leurs épouses, leurs filles. Quel a été l'apport? Enfin, qu'est-ce qui a changé quand il y a eu tout cet apport féminin qui est arrivé, qui s'est ajouté, qui a grossi les manifestations? Ça a été quoi cet apport? D'abord, je crois qu'il a créé pour le mouvement une forme d'immunité. D'abord, une immunité contre sa propre violence qui peut s'exprimer à n'importe quel moment pendant la manifestation. En même temps, ça crée une immunité face à l'appareil d'oppression parce qu'il lui serait encore plus difficile, dans les conditions actuelles, de réprimer, alors qu'on a des caméras partout, on a des smartphones partout, tout le monde filme, tout le monde enregistre, et donc de réprimer les femmes parce que l'image serait frappante et pourrait être utilisée. Donc ils ont apporté de la fraîcheur à ce mouvement, c'est-à-dire quand vous voyez un mouvement purement masculin, purement comment dirais-je, physique, très physique. Viril, j'ai pas voulu. Je cherchais un autre mot pour éviter celui-là, sinon j'allais encore scandaliser. Les femmes apportent la beauté. Voilà. Les femmes apportent la beauté et elles apportent aussi beaucoup de choses. Donc il y a cette fraîcheur, mais essentiellement, vous savez que l'Algérie est encore un pays plus phallocrate que le Maroc, où il y a vraiment énormément de patriarcal, comme disait patriarcal, si vous voulez, bon. Peu importe, c'est des synonymes, avec des nuances sémantiques, mais c'est bon. Donc, et là, cette phrase, moi j'ai vécu les manifestations du fils dans les années 90. On avait, comme ici au Maroc, quand il s'agit des islamistes, vous avez les hommes et vous avez derrière les femmes, toutes seules, chacun scandant son slogan. Et là, on voit femmes, hommes, la main dans la main, coude à coude, on va dire, pour ne pas aller plus loin. Là, il y avait une image qui vient de passer. Il y avait une femme derrière un homme, ce qu'on ne pourrait pas voir dans une file normale. Et là, c'est disons, cette rencontre, cette convergence dans la rue, au vu et au su de tout le monde, de la gente féminine et la gente masculine. Très bien. Alors, ça va, ça? Bravo. Un mot d'ordre a marqué depuis le départ des manifestations
l'Algérie, toute l'Algérie, et le monde entier qui regarde. Ça, c'est le mot silmiya. Dans quelle mesure on peut considérer que c'est quelque chose aussi qui a été apporté par les femmes, cette capacité à la modération, à tempérer des ardeurs qui pourraient devenir plus ou moins énervées, on ne va pas dire violentes, des hommes. Est-ce qu'on peut mettre une corrélation entre la présence massive des femmes dans les manifestations et le côté résolument pacifique, silmiya? Bien, je crois qu'effectivement, Sinarim Kamel a relevé que lorsqu'il y a un public exclusivement masculin, il y a quelque chose qui manque et qui peut parfois pousser à ce qu'il y ait des débordements, disons, violents. Et le fait qu'il y ait justement cette mixité dans les manifestations qui sont, il faut le dire, grandioses, parce que moi j'ai relevé des chiffres, par exemple, de la part des autorités qui nous disent que le 15 mars, il y avait 14 millions d'Algériens qui étaient dans la rue. Bon, ça avait commencé par 3 millions, puis 5 millions, puis, c'est-à-dire vraiment, c'est un nombre extraordinaire de personnes. C'est vrai que les officiels au début avaient dit quelques centaines, après ils ont plus calculé. Après ils ont. Mais moi j'ai vu un communiqué officiel qui disait le 15 mars, 14 millions de participants. Donc c'était vraiment massif et grandiose. Mais la présence, la mixité dans l'espace public, hommes et femmes, impose en quelque sorte des règles de vivre ensemble et ça modère. Ça modère les violences et les passions. Bon, il y a eu une tentative, disons, d'agression contre avec le carré féministe. Il y a quelqu'un, paraît-il, du Royaume-Uni, un Algérien du Royaume-Uni qui a appelé à ce qu'on jette de l'acide sur les femmes, etc., etc. Donc c'était une. Mais il y a eu une réaction, très très ferme pour les défendre. Et à partir du moment où on accepte de vivre ensemble, hommes et femmes, eh bien ça tempère énormément les violences parce qu'il y a les femmes, elles ont un effet, disons, qu'elles soient des sœurs, des femmes, disons des collègues, simplement des femmes avec des hommes, quand elles ont un impact d'éviter la violence, parce que les femmes évitent la violence, n'aiment pas la violence, parce qu'elles savent qu'elles en sont les premières victimes. Et on a encore le triste souvenir des manifestations en Égypte ou dans d'autres pays où les femmes sont agressées, sont violées, enfin ont subi vraiment de grosses agressions. Donc c'est vraiment un point fort de la révolution algérienne, que ce soit une révolution qui est menée aussi bien par les hommes que par les femmes. Et votre question... C'était ça, c'est-à-dire quel était l'impact des femmes dans tous les espaces publics. Et on pourrait se poser la question, est-ce que même dans les stades et partout où se manifeste cette violence parfois incontrôlée, le fait de développer, de favoriser la mixité et la présence d'hommes et de femmes, est-ce que ça n'aura pas un effet très positif pour éviter, disons, la violence, éviter le hooliganisme et toutes les débordements et les actions qui dégénèrent, j'allais dire dégénérescence, mais quelque part, cette violence, ça peut être considéré comme ça. Alors, Rachid Belbah, justement, est-ce qu'il existe un mouvement féministe en Algérie, un mouvement féministe structuré, un seul ou plusieurs, ou éclatés? Et si oui, quelles sont les revendications? Zasreli en a parlé déjà sur le code de la famille, sur le statut de la femme, mais d'une manière plus détaillée, si vous avez des informations. Je donnerai des exemples. Je voudrais juste revenir à la question du soulèvement. Un soulèvement n'a pas d'identité. Enfin, soulèvement, quand les gens sortent, sortent de manière pacifique, il n'y a pas d'identité. C'est après que la dimension catégorielle, elle intervient, en termes générationnels, en termes sexuels, en termes communautaires ou ethniques. C'est ce qui est intervenu à un moment. Alors, normalement, donc, il n'y a pas d'identité. Après, bien sûr, chaque groupe, il essaie quand même de se positionner quand les enjeux politiques apparaissent. C'est aujourd'hui qu'on voit que les enjeux politiques apparaissent. Il y a de plus en plus d'agrégation d'acteurs, de groupes qui essayent de proposer une sortie de crise. Ils arrivent avec une feuille de route et c'est là où on voit par exemple que dans le collectif, quand il y a eu la réunion du 15 juin, 16 juin je crois, le collectif de la société civile, le réseau Wissal, avec à sa tête Fadela Sitour, il s'est retiré du collectif et il ne voulait pas donner de crédit pour la déclaration finale, de communiquer la déclaration et leur proposition de sortie de crise. Pourquoi? Parce que pour elle, comme Mme Srli a dit, elle demandait qu'on intègre la révision du code de la famille, le rejet, ils sont dans le rejet, et qu'il fallait absolument être dans l'égalité totale et absolue entre hommes et femmes. Donc, on voit bien qu'à l'intérieur du Hirak, il y a ces dynamiques importantes. Alors,
quand on dit Silmia, toute manifestation de changement, elle n'est pas forcément violente, elle se fait. La différence, si on compare par exemple ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe au Venezuela c'est aussi pacifique, mais il y a eu quand même des À la longue. oui. C'est Alors, ce qui risque d'arriver. L'Algérie, la spécificité de l'Algérie, unique pour moi, pour moi, c'est-à-dire d'après l'analyse, enfin ma grille d'analyse, c'est que au niveau de l'Algérie, tous les acteurs sous-régionaux, régionaux et internationaux n'interviennent pas. C'est déjà la fin de la première partie. Le temps passe vite, très vite. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau du débrief où nous discutons de la révolution algérienne, de la seconde révolution algérienne côté femmes, cette fois avant d'aller en Turquie pour débattre de la récente élection d'Ekrem İmamoğlu à la tête de Istanbul. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en débattons avec Naïm Kamal, Zahra Sqerli et Rachid Belbah. Nous étions avec vous, Rachid Belbah, juste avant la pause, sur les mouvements féministes qui existent en Algérie. Oui, écoutez, oui, il y a des mouvements. Surtout, ils se sont renforcés après la décennie noire. Pourquoi? Parce qu'il y a des associations, des collectifs qui sont nés comme celui des femmes victimes du terrorisme, avec bien sûr Sherifa Khaddar. Et puis surtout, il y a encore les anciennes figures des années 60, celles de notre génération, les anciennes générations des Moudjahidat avec Jamila Bouhired. Et c'est important parce que c'est le porte-fanion de toute la mouvance. Mais il faut dire qu'il y a un mouvement générationnel qui s'effectue au fur et à mesure à l'intérieur du Hirak. Il y a une figure, par exemple, comme Sadia Gassem, qui était parmi celles qui ont créé le carré féministe ou le carré féminin à l'intérieur du Hirak. Et puis, bon, au niveau des partis politiques, il ne faut pas oublier, souvent c'est une figure qu'on oublie, mais elle est très très active au niveau des forces de l'alternative démocratique. Avant de parler des individualités, des personnalités, oui, exactement. On parle des mouvements féministes. Oui, des mouvements féministes. Mais il y a des femmes politiques à l'intérieur qui défendent un agenda féministe, comme Fadela Assel, qui est la présidente de l'Union des forces de changement et puis de la démocratie. C'est une figure très importante. Elle n'apparaît pas au devant de la scène, mais c'est une femme militante. Elle est très active à travers les forces alternatives de la démocratie, ceux qui sont en train de préparer une feuille de route. C'est-à-dire que et bien sûr, il y a les femmes anonymes du Hirak, qui ont joué un très grand rôle. Pourquoi? Parce que souvent dans les soulèvements, on a compris que la femme est en fait, comment on appelle ça? C'est le garde-fou contre la violence. Souvent pour se prémunir contre la violence des forces d'autorité, on met en avant ces femmes et ces femmes ont joué leur rôle. Parce qu'il faut voir comment ça s'est effectué au niveau du soulèvement. Au début, les femmes, elles étaient des deux côtés de la rue. Ils n'étaient pas dans le mouvement. Quand les gens ils étaient mobilisés, ils étaient en marche, elles n'arrivaient pas. Mais quand elles ont commencé à voir les jeunes filles qui étaient à l'intérieur, en fait, elles ont attiré vers elles les grandes femmes, les mamans et tout ça, les mères de famille. Et c'est là où ça a pris. C'est-à-dire que le Hirak, il est monté en puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un effet d'émulation, un effet de motivation. Et à l'intérieur, les femmes ont joué un très très grand rôle. Et donc, sinon, pour les mouvements féministes, elles ont un agenda. Les mouvements féministes ont un agenda. Ils essayent de l'exprimer et ils savent très très bien que c'est l'occasion ou jamais. S'il faudra mettre en place une feuille de route, s'il faudra mettre en place un calendrier pour le changement et la transition démocratique, si elles n'imposent pas leur voix, si elles n'imposent pas leurs critères, leurs conditions, peut-être qu'elles auront perdu un momentum très important dans l'histoire d'Algérie. Donc sur les mouvements féministes. Alors, est-ce qu'ils sont unis? Est-ce qu'ils ont la même feuille de route, le même agenda? Ou alors chaque mouvement verrait les choses différemment? Mon cher monsieur Boustal, les femmes représentant la moitié de la population ne peuvent pas être sur elles-mêmes. Il y a une grande diversité. Ce n'est pas la femme, ce sont les femmes. Et moi, ce que je voulais dire, d'abord, c'est qu'en Algérie, il y a une grande combativité des femmes. Les femmes, elles sont courageuses, elles sont combatives,
actives, il y a des collectifs, il y a des groupes, mais la situation en Algérie n'a pas favorisé l'éclosion d'un mouvement, disons, très structuré, très organisé, parce qu'il n'y a pas un climat de confiance, il y a un climat de méfiance, de plus ou moins répressif, etc. Et même, il y a eu une loi sur les associations en 2012 qui a beaucoup restreint le champ d'action des associations. Donc, et ce n'est pas étonnant que le mouvement associatif, disons, sur le plan de sa structuration, n'est pas extrêmement fort, mais par contre, encore une fois, non seulement il y a cette grande présence de grandes figures militantes au sein de l'Algérie, mais il y a tout un mouvement naissant à travers les réseaux sociaux. Et je vous appelle à faire un petit tour dans les réseaux sociaux pour voir tous les lives qui sont enregistrés par des femmes, par des jeunes femmes, mais d'un courage et d'une clarté disons, d'intelligence et disons, d'une audace extrêmement importante. Et vraiment, c'est c'est un grand plaisir de voir ces jeunes femmes s'exprimer avec autant de pertinence. Et puis aussi l'art, parce que dans les mouvements de jeunes, souvent, elles associent l'art à leur action. Et donc, il y a des chansons, par exemple, comme vous avez peut-être entendu parler de Allô le système, Wahdaraja Mzienne, qui a fait Allô le système, et ça a eu un effet viral avec des centaines de milliers disons, de followers, etc. Parce que ça correspond effectivement à ce que la population a envie de dire au pouvoir. Donc, ce qui fait encore une fois, on ne peut que, disons, saluer la présence des femmes au sein de ce mouvement. Et je voudrais dire qu'on n'espère pas uniquement que les femmes soient d'accord entre elles. Ce qu'on espère, c'est que le mouvement, dans sa globalité, intègre l'idée que l'Algérie ne pourra pas aller loin sans la participation des femmes. On a des rapports extrêmement importants, dont j'ai présent à l'esprit celui de l'OCDE, qui parle du manque à gagner énorme pour nos pays de la rive sud de la Méditerranée, avec des chiffres astronomiques de 450 milliards de dollars par an pour les pays de la région MENA, qui sont perdus du fait des discriminations à l'égard des femmes. Donc on a besoin que l'Algérie se libère de son carcan rétrograde et réactionnaire à l'égard des femmes, et qu'on puisse utiliser toutes nos potentialités, non seulement pour développer l'Algérie, mais aussi pour coopérer avec les autres pays de la région, parce que je crois que c'est peut-être l'occasion aussi de dire que notre espoir, nous en tant que Marocains, sans nous ingérer absolument dans ce qui se passe en Algérie, mais c'est simplement d'arriver à une situation normale où le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, qu'on puisse effectivement reconquérir une dynamique de développement où toutes nos ressources seront utilisées au service du développement. Avant de terminer sur ce thème-là, de passer à un autre, on va focuser un peu sur un certain nombre de femmes qui sont connues, comme Jamila Bouhirt, comme Louisa Hanoun, comme Sherifa Khaddar, et comme Nza Sqelli est une femme. C'est elle qui va commencer en focusant sur ce que vous voulez. Bien écoutez, moi je suis touchée par la situation de Louisa Hanoun, qui est quand même une femme chef de parti, donc le Parti des travailleurs. Elle a été candidate aux élections présidentielles, et j'ai un fort sentiment, sans avoir toutes les données bien sûr, mais un fort sentiment qu'elle est victime de la purge qui est menée par Gaïd Salah. C'est-à-dire qu'elle a été appelée d'abord à un tribunal militaire, ce qui est contraire disons, aux règles en matière de droits humains. Et c'était suite à des déclarations qu'elle a faites dans lesquelles elle a attaqué Gaïd Salah en lui disant « tu es un militaire et tu n'as rien à faire en politique ». Et donc, on a fortement l'impression que c'est un règlement de compte. Donc, je ne sais pas tout ce qu'il y a à savoir sur Louisa Hanoun, mais Louisa Hanoun est une femme politique de gauche, engagée, de longue date. Elle est courageuse dans ses positions, et je ne peux qu'être triste de savoir qu'une personne comme ça est actuellement privée de liberté. Mais je profite de l'occasion pour saluer toutes les héroïnes, disons, toutes les femmes connues ou moins connues qui s'engagent pour leur action fortement dans cette bataille. Écoutez, j'aimerais bien revenir juste rapidement sur la situation des femmes, de leur représentativité, de leur mouvance. Il y a un problème en Algérie aujourd'hui. Il y a un mouvement de masse hétéroclite. Il n'y a pas une unicité d'idées, de pensées, d'idéologies. Et donc, le problème de la femme. Est-ce qu'on pose le problème de la femme, ses droits, le tutorat, etc., le code de la famille, maintenant ou après?
Je n'ai pas posé la question. Alors, j'ai dit oui, sans réserve. Ben, elle est d'accord, qu'est-ce que vous voulez de plus? Allez-y, continuez. Il est oui qu'on le Nous pose. aussi, d'accord, voilà, c'est la militante. Est-ce qu'on pose Côté toutes ces militant. questions et on les tranche en même temps qu'on tranche les autres questions, ou ceux qui ne veulent pas disent moi je ne fais que avancer les positions en place, ou ceux qui s'y opposent disent attention, justement ce mouvement n'est pas homogène. Et il y a des islamistes, il y a des modérés, il y a des féministes, il y a des contre-féministes. Et si on pose le problème, on risque de focaliser et d'antagoniser le Hirak. Je voulais faire cette remarque, c'est-à-dire pour faire un vrai diagnostic ou un juste diagnostic de ce qui se passe, mais très schématiquement, de ce qui se passe en Algérie. Alors, pour en revenir à... Mais je voudrais dire, on ne peut pas dire jamais lutter contre l'oppression de façon générale Non, et de dire que laissez-la réagir, après la moitié de la population, on les laisse de côté. Moi, je je ne prends pas avec toi, position, je sais, oui. je ne fais que décrire D'accord, l'état des d'accord. lieux. Alors, on continue sur l'autre question. Donc, elle m'a fait perdre le fil. Pardon. Alors, c'était la question sur les noms. J'ai toujours Mais c'est son trouvé- côté militant, mais elle a c'est le répondu, propre- et c'est une c'est très bonne le chose qu'on propre- ne c'est dissocie le pas les propre- choses. C'est le propre des femmes d'être troublantes. Donc, On va prendre ça comment? il le prend bien. Voilà, donc on continue. Allez-y. La situation des organisations ou du mouvement, pour rester dans les généralités, des femmes aujourd'hui au sein du Hirak, est à l'image du Hirak. Il ne laisse pas émerger des figures, des icônes. Pas encore. Pas encore. Elles doivent être en train de maturer à l'intérieur du mouvement, c'est sûr. Il y a, comme beaucoup d'idées sont en train... Ce qui se passe dans ce mouvement, bon, nous on voit le magma, mais à l'intérieur du magma, il y a des fusions, des refusions, il y a des choses qui sont en train de se passer, dont on ne verra les effets que plus tard, on ne comprendra les mécanismes que dans les années à venir. Donc, il y a des Comme choses... dans tout grand mouvement social et politique. C'est à cette image. Mais on a vu qu'au début, il y a les icônes, Louisa Hanoun, je suis d'accord, c'est une trotskiste, militante, gauchiste depuis tout le temps, il s'est tout le temps opposé. Il a eu un moment de flirt par nécessité avec le pouvoir, comme d'autres, comme tout le monde en Algérie a flirté avec le pouvoir. Et qu'à un moment donné, on ne va pas lui faire payer ça. C'est-à-dire aujourd'hui, et c'est là, tout à l'heure, quand je parlais de Louisa Hanoun, quand on veut émettre des réserves sur Louisa Hanoun, on veut dire qu'elle a été qu'elle a été en contact avec comment il s'appelle déjà, Médiane, avec Médiane, etc. Mais on ne va pas retenir de l'histoire de Louisa Hanoun que cet acte-là, il faut reprendre dans sa globalité. On a vu l'icône de tous les temps, Jamila Bouharid, prendre parole à son âge, avec son expérience, dès le début du Hirak, pour le Hirak, et pour dire ce que tout le monde sait, ce que le monde pense et que beaucoup de gens pouvaient dire en ce moment-là, c'est que la lutte de libération du peuple algérien a été détournée, a été confisquée, a été volée. Rachid Belbeh, donc sur ces femmes qui pourraient sortir ou qui sont sorties du lot, et le mot de la fin sera pour Nzaz Qali, parce que le thème c'est Révolution algérienne côté femmes. C'est vous qui allez conclure. Allez-y, Rachid. Oui, non, mais rapidement. C'est pour ça que, enfin, une analyse catégorielle pourrait avoir des risques, parce qu'il y a des phénomènes de manipulation. On sait très bien que le pouvoir en place essaye quand même de manipuler au niveau des questions conflictuelles. La question féministe, d'ailleurs, il y a eu un débat sur le carré féminin ou féministe. Est-ce qu'il ne serait pas une cause pour faire éclater le Hirak? Il y a eu la question des Ibadites après la mort de Kamal Din Frrar, et il y a eu la question des Amazirs. Est-ce que ça a été fait exprès qu'on emprisonne des gens qui portent le drapeau amazir? Il y a eu bien sûr la question des procès maintenant sur laquelle on joue pour les diversions. Donc le pouvoir en place, il essaie, il utilise des ressorts pour affaiblir, pour faire éclater. Alors après, est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que c'est pas spontané? C'est-à-dire ce mouvement féministe à l'intérieur des Hirak,
Il est spontané parce que, d'après au moins ce qu'on raconte, comment il est né de manière vraiment spontanée. Il n'y a pas eu de calcul. Après, le calcul peut intervenir. Mais quand on est au niveau de l'agenda politique, quand on sait que maintenant, il y aura des propositions pour le changement, c'est certainement que tous les groupes féministes, ils voudront quand même défendre leurs intérêts en matière d'égalité, et c'est ce qu'on voit. Alors moi, ce qui m'intéresse au niveau de la rue et des gens qui sortent, peu importe leur couleur, qu'elle soit syndicale ou qu'elle soit des droits de l'homme ou qu'elle soit politique ou qu'elle soit autre, l'important c'est de voir qu'elle est transgénérationnelle. Vous avez une femme comme Jamila Bouhied, on sait très bien qu'elle faisait partie des 6, ce qu'on appelle le réseau des banques, avec Yassef Saadi de l'époque. Des gens, juste pour citer, comme par exemple Hassiba Bint Bouali, il y a aussi Jamila Bouazza et d'autres figures très importantes, surtout les 6. Alors, il est vraiment transgénérationnel. On a des figures comme Bouhired, et à côté, on a une jeune fille qui était derrière ce carré, qui est dans la trentaine, Sadia Gassem. Et puis, on a les figures, on va appeler ça les figures des académiques et universitaires comme Aït Ahmed Douche. Très bonne analyste du Hirak de l'intérieur. Elle est très active à l'intérieur, elle peut sortir à l'extérieur et faire de l'analyse de l'intérieur. Elle vit le Hirak et elle arrive à l'analyser. Donc on a des figures, on a des groupes, on a des mouvements, et puis bien sûr la position du réseau qui m'a vraiment étonné, parce que moi je croyais que le réseau Wassila, avec tout, c'est un regroupement d'associations féministes. Moi, je croyais qu'il allait quand même bénir le travail du collectif de la société civile, mais au contraire, ils se sont retirés et ils ont boycotté le collectif. Il faudra voir le 6 juillet comment les mouvements féministes, les groupes féministes, ils vont se positionner dans la conférence nationale ou en fait la rencontre dans à peu près du 6 une semaine. Le mot de la fin pour vous, Jasrli. Écoutez, moi, ce que je voudrais dire, c'est que les Algériens se sont fait confisquer la révolution après la guerre d'Algérie, et on a renvoyé les femmes à la maison. Et moi, je voudrais faire la corrélation. Je voulais dire qu'aujourd'hui, dans la lutte contre la corruption qui se passe en Algérie, vous n'avez pas entendu parler de femmes qui ont été corrompues. Donc, nous avons n'étaient pas au pouvoir, c'est tout. Elles n'étaient pas au pouvoir. Mais je dis que quand les politiques publiques, quand les intentions sont des intentions de clarté, de service, de développement du peuple, qu'il y a vraiment une vision saine et claire, eh bien, tout naturellement, ce sont les femmes et les hommes qui sont associés à la gestion future. Donc moi, ce que j'espère, c'est que ce Hirak aboutira effectivement à une véritable révolution, qui soit également une révolution féministe, non pas dans les femmes contre les hommes, mais dans les femmes et les hommes ensemble, contre la corruption, contre la gabegie, pour le développement, pour la démocratie, pour la liberté, pour un projet collectif. Et il n'y aura aucun projet qui peut être réussi s'il n'associe pas sur un pied d'égalité les hommes et les femmes. Je crois que c'est un des principes intangibles. Et peu importe leur sensibilité politique ou religieuse, en fait, c'est important. Mon souhait pour le peuple algérien, c'est qu'il arrive à se reconstruire avec la participation des hommes et des femmes ensemble. Alors, on va passer d'un pays où il y a la révolution à un autre qui connaît une évolution, la Turquie. Il se sera donc pris 2 fois pour asseoir sa victoire. Ekrem Imamoglu, le président Erdogan, avait pourtant tout fait pour éviter de perdre sa ville, entre guillemets, la ville dont il a été maire dans les années 90 et qui lui a servi de tremplin pour la suite de sa carrière politique que l'on sait après, avec près de 10 points d'écart et quelque chose comme 800 000 voix d'avance. Le nouveau maire, Imamoglu, a une victoire plus que large. On peut parler d'un triomphe. Que va-t-il se passer maintenant en ayant à l'esprit cette célèbre phrase prononcée par le président turc lui-même, qui sait de quoi il parle puisqu'il a été à Istanbul, qui tient Istanbul contrôle la Turquie. Alors Naïm Kemal, est-ce que le nouveau maire, c'est l'homme providentiel? Est-ce qu'on peut considérer que c'est lui qui incarnera l'opposition face à Erdogan, sachant qu'il y a toujours besoin de personnes providentielles, d'hommes providentiels, de femmes providentielles, puisqu'on parlait de femmes? Est-ce que vous pensez qu'il va tenir ce rôle? C'est un peu trop tôt pour le dire. Maintenant, il est, disons, en position et en situation de le devenir. Il y a 6 mois, il était inconnu. Il a un an, il était était totalement inconnu.
la plus grande mairie, la plus grande municipalité de la Turquie, 16 millions d'habitants, un tiers du PIB de la Turquie, l'intelligence, c'est-à-dire en même temps, il n'est pas majoritaire au sein du Conseil, la majorité est ailleurs, et il est obligé de collaborer avec Erdogan, et c'est à ça qu'il a appelé, dès son arrivée, un homme intelligent, sachant que pour la réussite de sa mission et pour le développement d'Istanbul, dont il est désormais le président, il faut une intelligence entre lui et le pouvoir. Si maintenant Erdogan ne lui trouve pas disons un motif pour le déloger de là où il est, parce que Erdogan l'a montré, il est capable de tout. Il est capable du meilleur comme il est capable du pire. Et ces derniers temps, souvent du pire. On l'a vu durant le coup d'État, on a vu comment il a limogé, comment il a déraciné, comment il a réprimé. Et donc il y a ce risque pour Ekrem İmamoğlu. Donc il y a cette possibilité. Maintenant, c'est vrai que Erdogan a fait İmamoğlu en le contraignant à refaire les élections. Il l'a victimisé, et en le victimisant, il lui a donné encore une plus belle victoire, une plus belle revanche sur l'AKP et sur Erdogan. De ce fait, il a gagné en stature et il devient un homme avec lequel il va falloir désormais compter, qu'il peut, de par cette position, fédérer autour de lui, parce que ce qui manque depuis la dernière répression aujourd'hui à la Turquie, c'est des têtes fédératrices d'un mouvement de contestation, de recul. Et Erdogan a réussi, mais il a réussi en étant maire à Istanbul parce qu'il s'était présenté en islamiste modéré, démocrate, laïque, etc. Toute cette image qu'il a vendue et qu'il a démentie en fin de parcours. Et c'est ce que je crois, grosso modo, pour dire globalement, résumé, essaie de lui faire payer l'électorat istanbulgeois. Donc là, est-ce que c'est le début de la fin, c'est la première maille qui s'ouvre? Ça, on le verra. Est-ce que vous êtes d'accord, Rachid Bilbah, avec le fait que c'est quelque part Erdogan, en faisant contester l'élection qui a été d'une manière qui a été claire, même avec 13 000 voix d'avance, et donc en faisant refaire, en pesant de tout son poids, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec cette idée que c'est quelque part lui qui a fait le lit du triomphe de İmamoğlu? Et comment vous voyez, ce duel qui va se passer entre les deux hommes, parce que ça va être un duel, sachant que Naïm Kemal dit, à juste titre, comme ça a été dit partout en Turquie, que Erdogan va essayer de mener la vie dure au nouveau maire, mais que de l'autre côté, le nouveau maire a dit dans son discours de victoire qu'il tendait la main à Erdogan et qu'il veut travailler avec lui. Ça va être la lutte. Je vais répondre rapidement à l'idée. C'est certainement qu'il y a eu une aide. En fait, en remettant en cause l'électorat istambolite, en fait, c'était une façon de les humilier, c'est-à-dire de remettre en cause le choix de l'électorat d'Istanbul. Et quelque part, ça a renforcé la position d'Ekrem İmamoğlu. Alors, si on essaye de voir les choses de l'extérieur, je crois que l'AKP, le parti du président actuel, de Turquie, je crois qu'il est en phase ascendante. Descendante. Oui, voilà. Ascendante. Non, vous avez eu peur. Elle a eu peur. Non, mais bon, moi en fait, moi, je suis un chercheur. Pas peur, c'est une réalité, donc on voit que je reste dans la neutralité. Mais il est, disons que au moins depuis 2011, avec l'éclatement de la Syrie, c'est important de lire ce qui se passe en Turquie à travers la Syrie. Donc l'AKP n'arrive pas à se renouveler. La stratégie qui a été mise en place par son ancien chef de la diplomatie, Davutoglu, celle de la
la profondeur, le retour de la profondeur islamique et arabe le retour à l'Empire ottoman, elle n'a pas réussi, au contraire. Et donc, du coup, il y a eu un retour vers le nationalisme porté par l'AKP. Mais l'AKP n'a pas les moyens, justement, de revenir aux frontières nationales. Et c'est là où le CHP, parce que Imamoglu, derrière, c'est le parti. C'est un parti historique, le parti républicain du peuple. Ce qui est intéressant de voir, et c'est là où moi je trouve que le jeu devient intéressant, Imamoglu, il a joué sur un discours qui n'est pas laïque, alors que son parti, c'est un parti nationaliste laïque. Mais il a fait une ouverture sur la dimension religieuse pour apaiser l'électorat, la population à Istanbul, au niveau, par exemple, oui, voilà. Mais l'important, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un jeu au niveau de la dimension religieuse qui a été mobilisé par le CHP pour gagner de l'électorat. Est-ce que c'est par pragmatisme? Est-ce qu'il y a une renégociation des assises idéologiques du parti? Ça va être Zaskele qui va répondre à ça. Il nous reste 1 minute. On s'est un peu trop resté sur le sujet algérien. Mais bien entendu, le voisinage de la géographie. Alors, cette élection sur résultat, c'est l'usure du pouvoir, c'est un pouvoir personnel, c'est un pouvoir autoritaire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on sache en une minute, de dire que la Turquie, il y a une grande polarisation entre une composante assez conservatrice et assez traditionnelle, un peu rurale, de la population, et entre une population extrêmement moderniste qui a bénéficié, disons, de toute la culture de laïque qu'a connue la Turquie. Et aussi, on ne peut pas en parler sans parler de la dérive, disons, autoritaire très importante de Tayyip Erdogan. Et dans cette question de dérive, il y a aussi la question des femmes. Je ne peux pas ne pas en parler parce que c'est vraiment central dans cette problématique. C'est l'obsession misogyne de Erdogan qui n'a cessé d'appeler les femmes à faire des enfants, à rester à la maison. Et moi, je suis heureuse de voir qu'il y a aujourd'hui, disons, une perspective de pouvoir la modernité et les valeurs qui ont fait la grandeur de la Turquie revenir sur le devant. On va rester donc sur ce terme féministe. Il a des leviers constitutionnels toujours, hein, le président. Il a des leviers très forts. On va voir comment ça va se passer. Oui. L'émission arrive à son terme. Merci à vous trois d'avoir été avec nous pour ce débat qui était passionné. Ça parlait des femmes, ça parlait du féminisme. Et encore une fois, bravo à toutes les femmes. Merci donc à vous trois d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.